Bonjour tout le monde. Je me nomme Pierre Lessard-Blais. Bienvenue à ce conseil d'arrondissement virtuel. Bienvenue dans mon sous-sol en direct de Mercier-Schlager-Maisonneuve. Si vous voyez un beau rideau rouge derrière moi, c'est que mon sous-sol n'est pas fini. Donc, c'est pas, on s'arrange avec les moyens en temps de pandémie. J'imagine que vous comprenez. Donc, au point 10.01, je déclare la séance du conseil d'arrondissement ouverte. Et avant d'adopter l'ordre du jour de la séance de ce soir, je dois souligner que les membres du conseil assistent à cette séance par vidéoconférence et de cette manière-là qu'on respecte les consignes de distanciation physique, bien sûr, telles que nous le demande l'arrêté ministériel du 26 avril 2020. J'invite donc les élus et la secrétaire d'arrondissement à se présenter. Je vais vous présenter. Il va y avoir ensuite une période de déclaration des élus. Donc, on a Mme Karine Boivin-Roy qui est avec nous, conseillère de Louis Riel. Mme Laurence Lavigne-Lalonde est absente pour ce soir. Nous avons Mme Dina Tosheva, secrétaire d'arrondissement. Nous avons Éric Alan Caldwell, conseiller de Schlaga, et Mme Suzy Miron, conseillère de Tétroville. Nous avons aussi plusieurs directeurs de l'arrondissement et du personnel administratif qui sont présents par téléconférence. Nous avons M. Serge Landré, directeur d'arrondissement, Pierre-Paul Savignac, directeur de la direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises, Pierre Morissette de la direction des travaux publics, et du bureau des élus, nous avons Mme Marie de Pelto-Paquette, Laurent Richer-Beaulieu, Mathieu Labelle, Catherine Barbeau et Geneviève Guérin. Nous pouvons donc commencer maintenant avec les points inscrits à l'ordre du jour, soit le point 10.02, adopter l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement. Je propose, appuyé de Mme Suzy Miron, mairesse adjointe de l'arrondissement, d'adopter l'ordre du jour tel que présenté en modifiant l'objet du point 30.01 par le point suivant. 30.01, accepter une contribution de 58 470 $ au fonds COVID-19 de MHM et affecter une somme additionnelle de 83 470 $ provenant du surplus d'arrondissement. Puisque l'ordre du jour est adopté à l'unanimité, on peut donc passer au point 10.03, la déclaration des élus. On va avoir quelques minutes avec chaque conseiller de l'arrondissement et je vais lancer le bal de mon côté avec ma déclaration des élus. Donc, on exerce ce soir notre deuxième séance de conseil d'arrondissement virtuel. On continue de s'adapter à la situation et à s'habituer à cette nouvelle formule. Mais on voit que les citoyens s'habituent de plus en plus. Ce soir, nous avons 12 questions, comparativement à 3 le mois dernier. Donc, la vie démocratique reprend son cours et je m'en réjouis. Je dois faire des remerciements à toute la communauté de Mercier-Schlager-Maisonneuve qui, plus que jamais, fait preuve d'une solidarité exemplaire. Je sais que c'est une de nos forces dans l'arrondissement et on voit vraiment de belles manifestations de solidarité, mais aussi de créativité et qu'on voit à travers l'arrondissement. Je dois toutefois souligner que la situation actuelle rend les choses extrêmement difficiles pour les aînés, particulièrement dans les CHSLD. On a beaucoup de pensées pour les gens qui vivent des situations difficiles, pour les personnes aînées qui vivent des situations difficiles et leurs proches. On collabore constamment avec les instances de santé pour pouvoir faciliter ces moments difficiles-là à vivre. Et je dois vous avouer que j'ai une préoccupation particulière ces semaines-ci pour les gens qui, habituellement, n'utilisent pas le soutien communautaire, ne connaissent pas le réseau des organismes communautaires dans l'arrondissement, mais qui, à cause de la situation actuelle, vivent une situation difficile. Si vous n'avez jamais fait appel aux organismes communautaires très mobilisés de l'arrondissement, mais que vous êtes dans une mauvaise passe à cause de la crise du COVID-19, n'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas à appeler au 211
pour connaître tous les organismes communautaires de nos quartiers et comment on peut vous soutenir de cette manière-là. Tout l'arrondissement est mobilisé pour réduire les difficultés que la crise du COVID-19 nous impose et n'hésitez pas à demander de l'aide. De notre côté, il y a plusieurs initiatives qui ont été prises par l'arrondissement et je dois dire que je suis très fier du travail de mes conseillers de ville extrêmement mobilisés dans le cadre de la crise et de tous les employés de l'arrondissement qui travaillent extrêmement fort pour assurer la plus grande solidarité possible dans MHM. Premièrement, lorsqu'on a lancé le Fonds local d'urgence pour des projets de 4 semaines au début d'avril, il y a 200 000 $ qui ont été mis à disposition des organismes de l'arrondissement. Et je dois souligner là, la contribution exceptionnelle de la caisse, des caisses des jardins, les 3 caisses de jardins qui touchent notre territoire, qui ont contribué à une hauteur de 100 000 $ à ce fonds-là. 24 organismes ont été sélectionnés pour des programmes de 4 semaines, des programmes d'urgence de 4 semaines. Et ça a été tellement un programme apprécié de la population et des organismes qu'on a lancé une deuxième vague du Fonds local d'urgence dans Mercier-Schlager-Maisonneuve à la fin avril. Donc, on a renfloué le Fonds local d'urgence de 100 000 $ pour des projets de 4 semaines demandés par les organismes communautaires. Et à ce sens-là, je dois souligner la contribution du bureau du député de Bourget, M. Richard Campeau, qui a accepté de contribuer à hauteur de 25 000 $ à ce fonds local d'urgence. On a une super belle collaboration avec le député de Bourget. Je tiens à le remercier. Pour tout organisme communautaire ou organisme citoyen qui veulent profiter du fonds local d'urgence, vous pouvez le faire jusqu'au 16 mai. Et tous les détails sont présents sur le site web de l'arrondissement. On a aussi Centraide, le fonds d'urgence Centraide qui contribue beaucoup à la vitalité communautaire dans l'arrondissement. Nous, au niveau de l'arrondissement, nous avons contribué à 100 000 $ pour le fonds d'urgence Centraide et Centraide a, lui, redistribué plus de 200 000 $ à des organismes de Mercier-Schlager-Maisonneuve pour de l'aide d'urgence. On pense aussi beaucoup aux populations qui vivent dans la rue et c'est pour ça qu'on a ouvert un centre de jour pour offrir de la nourriture gratuitement et un endroit chaud à l'Aréna Francis Bouillon et qu'on a ouvert un refuge de nuit à l'Aréna Maurice Richard qui accueille 80 personnes par nuit, une excellente ressource accompagnée de travailleurs sociaux sur le terrain. Et je dois souligner l'excellente collaboration des organismes communautaires et de nos postes de quartier pour assurer la protection des gens qui vivent dans la rue. On a aussi un programme d'aide important pour nos commerçants et ma collègue Suzy Miron va vous parler d'une belle initiative qu'on va lancer cette semaine. En cette période de distanciation physique, nous souhaitons offrir des espaces où les citoyens pourront sortir de leur logement et de leur maison pour prendre l'air. On sait que les parcs sont très populaires. C'est correct d'aller dans les parcs, mais il faut s'assurer de toujours respecter la distanciation physique de 2 mètres. Mais ce qui est évident, c'est que nos options pour prendre l'air à Montréal et dans Mercier-Schlager-Maisonneuve sont très limitées et que la marche et le vélo vont être à l'honneur cet été. C'est pour ça qu'on a mis sur pied ces dernières semaines les corridors sanitaires devant certains commerces où est-ce qu'il y avait souvent des files d'attente pour permettre aux gens de circuler sans croiser les files d'attente de trop proches. Et on est en train d'analyser différentes autres mesures d'aménagement de l'espace public pour permettre aux gens de marcher et de faire du vélo pendant l'été et tout en respectant les mesures de distanciation physique. On a aussi annoncé, là, ce soir, on vote l'acquisition et l'installation de nombreux supports à vélo. On souhaite en installer 1000 supports à vélo cet été, malgré la pandémie. Et on vise un minimum de 1000 autres supports à vélo pour 2021, ce qui totaliserait plus de 3000 places de stationnement à vélo. On va avoir une centaine de supports hybrides qui sont destinés aux rues commerciales et on souhaite donc vraiment continuer à transformer nos quartiers pour favoriser davantage des transports sécuritaires et actifs
particulièrement dans une situation de crise telle qu'actuellement. Donc, on a aussi ce soir certains nouveaux sens uniques qui vont nous permettre l'installation de nouvelles bandes cyclables. Bref, l'été 2020 s'annonce celui de la marche, du vélo et de la solidarité. Sur ce, ma déclaration se termine et je passe maintenant la parole à la conseillère de Louis Riel, Mme Karine Boivin-Roy. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Et puis, évidemment, on soutient tous les propos que vous avez dit dans votre déclaration à l'instant. Je pense que on a fait beaucoup de choses dans Mercier-Hochelaga Maisonneuve et c'est d'autant plus important de poursuivre avec le point de presse de M. Legault aujourd'hui qui annonçait le report d'une autre semaine pour la région de Montréal. Donc, bon courage à tous et puis merci à tous les partenaires de l'arrondissement. Je voulais faire une petite déclaration, Monsieur le maire, sur le dossier 5101 qui se trouve être la nomination des nouveaux membres du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement. Parce que, comme vous l'avez dit, on poursuit les dossiers et évidemment, le mandat des membres du CCU actuellement vient à échéance au mois de mai prochain. Mais en fait, on est là, on est rendu au mois de mai, on est déjà rendu au mois de mai. Donc, leur mandat vient à échéance. Et on a procédé à un appel de candidature par la publication d'un avis public sur le site Internet de l'arrondissement. Donc, c'était en date du 21 janvier dernier. Et on a reçu quand même 37 candidatures. Alors, ça a été vraiment une riche récolte, si on peut le dire ainsi. Et ça a été difficile de faire les choix. Et en bout de ligne, comme vous le verrez dans le sommaire décisionnel, il y a 11 candidats qui ont été rencontrés pour la suite du processus des entrevues. Et ensuite, ça nous permet aujourd'hui d'arriver avec la nomination des nouveaux membres. Donc, on se souviendra que le CCU est composé de 8 membres réguliers et de 4 membres suppléants. Alors, à l'intérieur des 8 membres réguliers, il y a bien sûr 2 membres élus du conseil d'arrondissement et 6 résidents de l'arrondissement qui ont une expertise particulière, soit en architecture de paysage, en architecture du paysage, du patrimoine, pardon, en urbanisme ou encore en aménagement de manière générale. Et également les 4 membres suppléants, donc il y a un élu et également 2 citoyens qui composent ces 4 membres suppléants. Donc, ils vont débuter leur mandat dès maintenant. Dès demain, les travaux du CCU, on termine avec les derniers membres du CCU et dès le prochain CCU au mois de juin. Alors, ce sera leur entrée officielle pour les travaux qui vont suivre. Alors, on leur souhaite la bienvenue. Ils sont tous nommés dans le sommaire décisionnel. On aura l'occasion de mentionner leur nom à un autre moment. Mais pour l'instant, je tenais à remercier les membres sortants du CCU qui nous ont donné de leur temps, qui nous ont donné de leur générosité, de leur expertise au cours des 2 dernières années. Alors, c'est pas évident d'arriver à conjuguer l'horaire de travail avec du temps pour l'arrondissement afin de contribuer à notre cadre bâti. Et je les nomme, Monsieur le maire. Alors, il s'agit de Roxane Marcil, Michel Lincourt, Bruno Leclerc, Jean-François Charbonneau, Pascal Rouillet, Annie Gaudreau, Léla Jaffari et Isabelle Bisson-Petit qui nous a coûté déjà depuis les 2 derniers mois, mais qu'on tient à remercier également ce soir. Alors donc, évidemment, c'est malheureux qu'on se trouve en période de pandémie. On n'est pas en mesure de vous remercier en personne, mais on saura bien le faire à une autre occasion. En attendant, en web diffusion, on vous remercie tous et on vous souhaite une bonne continuation dans vos occupations professionnelles. Merci. Merci beaucoup, Mme Boivin-Roy. En effet, tout le conseil se joint à Mme Boivin-Roy pour remercier les membres du CCU. Maintenant, la parole va à M. Éric Allen Caldwell. Oui, bonjour, Monsieur le maire. Bonjour, chers collègues, chers citoyens. Merci beaucoup, Monsieur le maire, pour ce mot d'introduction. Effectivement, il faut savoir souligner toute la solidarité qui se manifeste dans nos quartiers, dans nos rues, dans l'ensemble de la communauté. C'est absolument émouvant et c'est une assise solide sur laquelle on peut compter dans Mercier-Hochelaga Maisonneuve. Merci, merci à tous. Un autre remerciement particulier sous forme d'hommage aussi, comme M. le maire l'a mentionné, ma collègue Laurence Lavigne-Lalonde est absente ce soir,
mais elle voulait absolument souligner, faire un hommage à une citoyenne qui a consacré sa vie à aider les bénéficiaires du CHSLD Greystart, qui est dans le district de ma collègue Laurence Lavigne-Lalonde sur Maisonneuve-Longue-Pointe. Et je veux parler, bien entendu, de Mme Victoria Salvan, qui a été emportée par le COVID-19 le 17 février. Une préposée aux bénéficiaires qui avait 28 ans d'expérience, qui se consacrait corps et âme pour le bien-être des résidents de Grace Dart. Elle faisait du temps supplémentaire, elle était considérée comme la doyenne, elle était appréciée, remarquée, elle donnait l'exemple. Elle nous a quitté le quartier. euh, le quartier va se souvenir et on voulait vous remercier. Et ce petit hommage-là qu'on fait pour l'ensemble de nos travailleurs du réseau de la santé, il faut savoir que vous êtes des membres essentiels de notre communauté. Merci, merci beaucoup. Un autre dossier aussi qui témoigne de la solidarité dans Merci Hochelaga Maisonneuve, en particulier dans Hochelaga, c'est le dossier qu'on vote au point 40.04 où, après l'octroi du financement de la Ville de Montréal à l'anonyme pour retaper et réhabiliter le 3629 Sainte-Catherine dans une maison pour clientèle qui seront accompagnés par l'anonyme, clientèle toxicomane particulièrement. Ça vient vraiment tracer la voie pour l'avenir de cette adresse-là. On se rappelle, hein, les gens du quartier, les gens du voisinage savent qu'il y avait des enjeux de cohabitation, qu'il y avait des enjeux de salubrité, de sécurité. Et souvent, on se disait, mon Dieu, il faut savoir réagir comme communauté pour donner un encadrement et un toit digne de ce nom aux citoyens du 3629 Sainte-Catherine. Bien là, au 40.04, on vient octroyer justement un permis pour une déconstruction partielle pour remplacer une partie de l'immeuble par des aménagements neufs qui feront de ce bâtiment-là un lieu de vie exemplaire pour des citoyens de Schlaga. Félicitations à l'anonyme. On est content à la Ville de Montréal d'avoir pu participer à ce financement qui est tout à fait hors norme. Et longue vie au 3629 Sainte-Catherine. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Alan Caldwell, pour ces mots touchants. La parole va maintenant à Madame Suzy Miron, conseillère de Tétroville. Merci beaucoup, Monsieur le maire. J'ai plusieurs petits points. Je me reprends peut-être pour le mois dernier où je n'avais pas fait de déclaration. Alors, comme vous n'avez parlé au début de la séance, je profite du moment pour remercier la population de Merciès vraiment de sa collaboration dans le contexte actuel. La distanciation physique est quand même très bien respectée dans les rues, sur le trottoir, dans les parcs. Et bon, c'est des situations très difficiles que l'on vit présentement et je voudrais juste profiter peut-être du moment pour rappeler qu'il y a des services qui sont disponibles pour les gens qui vivent seuls. Je pense à nos aînés, mais je pense aussi aux gens qui vivent nombreux dans de petits appartements et qui, mais ma foi, ça ne doit pas toujours être difficile après 8 semaines, on se comprend. Alors, il y a des organismes, il y a des organisations qui sont là pour vous écouter. Je vous invite à contacter soit le 211 qui vont vous aiguiller vraiment au bon endroit, ou sinon, il y a aussi SOS Violence conjugale. Alors, Monsieur le maire, ce soir, nous allons voter plusieurs dossiers qui me réjouissent beaucoup, dont les points 20.01 et 20.02 qui nous parlent, en fait, on va voter des montants pour aider, venir en aide à l'Association des commerçants de Tétroville, notamment pour aider les membres et leurs cotisations cette année. Et il y a aussi le point 2002, particulièrement un projet de collaboration entre l'Association des commerçants de Tétroville et la SDC Hochelaga Maisonneuve. Alors, vous en avez parlé au début. Il y aura cette semaine plus de détails qui seront communiqués au grand public, mais il y aura une belle collaboration entre les deux associations et donc il y aura, je dirais, un incitatif à acheter localement dans Merci Hochelaga Maisonneuve sur la rue Sainte-Catherine, Ontario,
Desormeaux et Hochelaga. Alors, j'ai bien hâte de pouvoir en parler un peu plus longuement. Il y a aussi le point 20.04 qui est pour la Société d'animation de la Promenade Belle-Rive. Nous renouvelons la convention. Et cette année, la convention a été signée directement avec l'arrondissement, ce qui permet de dégager un montant bonifié pour la Société de la Promenade Belle-Rive. Écoutez, l'animation cet été risque d'être plus compliquée à planifier, à tout le moins. Et on veut s'assurer là, donc que notre joyau du quartier, qui est tant apprécié de ces temps-ci, là, justement, je suis allée encore ce week-end et il y avait vraiment beaucoup de monde, toujours dans le respect des consignes, là, mais donc on va trouver un moyen d'aider notre organisme local pour s'assurer qu'il y aura, si possible, de l'animation ou en tout cas s'assurer que le parc soit disponible et sécuritaire pour les usagers. Je voulais vous parler aussi, enfin, d'un point qui suscite beaucoup d'enthousiasme et de commentaires sur les réseaux sociaux. Étonnamment, on n'a pas eu de questions, en tout cas dans notre liste qui a été soumise aujourd'hui. Et c'est le point 40.05 où il est question de changer, d'apporter 18 projets de sens unique dans le quartier, la plupart dans Merciès, sur des tronçons de rue. Notamment au sud-est du quartier, au sud de la voie ferrée, on va reproduire un peu, ni plus ni moins, la grille des sens uniques qui était déjà au nord de la voie ferrée. On va la reproduire au sud. Alors, je pense que ça, c'était quelque chose qui était vraiment demandé par les citoyens de ces petites rues-là, qui était difficile, c'était difficile de s'y rencontrer là, avec deux véhicules, surtout l'hiver. Il y a aussi le projet de changer, de mettre en sens unique la rue du Buisson. Et ce projet suscite beaucoup de questionnements, mais on doit se dire que c'est surtout, on le sait, là, ça fait longtemps que les gens nous demandent d'agir sur l'intersection Norée-Beaugrand, Souligny et du Buisson. Et c'est une des étapes qu'on doit faire pour éventuellement peut-être songer à faire une demande, en fait, pour peut-être avoir un feu de circulation à cet endroit-là. Donc, il faut prendre les moyens qu'il faut pour assurer la sécurité, surtout à cette intersection-là. On s'en fait parler, avant même d'être élu, on s'en faisait parler. Donc, tout ça, ces points de changement d'habitude-là, seront effectués par nos équipes cet été, après les classes, on s'entend là, à partir du début juillet, avant la rentrée scolaire, bien sûr, parce qu'on veut s'assurer que les nouvelles habitudes seront bien assimilées par les gens du quartier. Et bien sûr, c'est guidé par le plan local de déplacement qui a été adopté par l'arrondissement, on le sait, en juin 2018 et qui font suite aussi au Forum citoyen qui s'est tenu en novembre dernier au Cégep Maisonneuve. Et ça correspond surtout au principe de sécurité de vision zéro que notre administration met de l'avant et la sécurisation autour des écoles. Alors, ces projets ont été discutés et commentés et approuvés par le comité de mobilité qui se réunit à tous les mois et qui réunit aussi plusieurs partenaires du milieu, dont Tandem, les représentants aussi des postes de quartier, les directions d'école et les tables de concertation. Alors, on n'a pas pris ces décisions-là à la légère. On pose des gestes concrets, mais c'est vraiment dans l'optique d'avoir une meilleure sécurité dans nos rues. Et je crois que l'épisode de COVID-19 que nous vivons présentement, le partage de l'espace public, je crois que ce sera des mesures qui vont faire la différence pour notre retour à la vie un peu plus normale, disons, d'ici quelques semaines. Alors voilà, merci, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Madame Miron, pour votre déclaration. Nous pouvons maintenant passer au point 10.04 et 10.05 sur la période des questions des citoyens sur les dossiers inscrits à l'ordre du jour et d'ordre général. Donc, la manière que nous allons fonctionner, ça va être Monsieur Serge Villandré
directeur d'arrondissement qui va lire la question pour les citoyens et soit moi ou des conseillers de l'arrondissement y répondront. Nous avons ce soir 12 questions du public et on commence avec celle de Mme Denise Parenteau. Bonsoir. Je suis une fidèle utilisatrice du Jardin de Marseille. J'ai plus de 70 ans et je suis stupéfaite de la recommandation relative à la fréquentation des jardins par les gens de mon groupe d'âge. Nous sommes 11 jardiniers, tous disciplinés. J'utilise mes propres instruments. J'ai même mon propre boyau d'arrosage. Il serait facile de mettre sur pied un horaire afin de respecter la distanciation. Avez-vous l'intention de nous exclure de ce lieu? Nos jardins, c'est ce qui nous garde en santé physiquement et mentalement. Ce moment de jardinage sera aussi ce qui nous aidera à rester docilement à la maison la grande majorité du temps pour les semaines qui viennent. Merci de nous entendre. Merci beaucoup, Madame Parenteau, pour votre question. En effet, l'accès aux jardins communautaires est extrêmement important pour les citoyens de l'arrondissement et je comprends très bien que sortir quelques minutes par jour, jardiner peut faire toute la différence dans cette période de confinement et d'isolation et de distanciation physique. On souhaite réouvrir dès que possible les jardins communautaires. Cela va se faire de façon graduelle, mais nous devons analyser chacun des paramètres et nous assurer que la direction régionale de la santé publique accepte nos propositions pour la réouverture de ce service qu'on considère essentiel. Donc, nous, on souhaite ouvrir les jardins communautaires le plus rapidement possible. On ne pourra pas le faire comme avant la crise. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des horaires, il va y avoir différents éléments qui vont être un peu plus contraignants qu'à l'habitude, mais le plus important, c'est qu'on offre un accès, même s'il est un peu limité, qu'on offre un accès aux jardins communautaires aux citoyens. Donc, dès qu'on va pouvoir en dire davantage sur l'ouverture de nos jardins, on va le faire parce qu'on comprend le besoin et on veut les ouvrir dès que possible, mais on veut les ouvrir de façon sécuritaire et approuvée par la santé publique. Maintenant, on irait à la question de M. Denis Côté. Bonsoir. Le 10 avril, j'ai écrit au maire Le Sablais pour suggérer 2 endroits pour marcher agréablement en respectant la distanciation sociale. Il s'agit de la rue Ontario, pleine largeur, de Pie-Neuf à Déséry, de même que les grands espaces extérieurs du jardin botanique. Oma est très dense et n'a pas de grand parc. Il y a peu d'endroits pour marcher paisiblement ou même socialiser un peu en maintenant les 2 mètres requis. Pourtant, la rue Ontario est fermée régulièrement lors de ventes trottoirs. Par ailleurs, le jardin botanique serait une autre possibilité, plus paysagée, plus reposante, pour aller se promener. Son ouverture pourrait être annoncée juste localement afin d'éviter la venue de touristes. Le jardin botanique aurait alors un statut temporaire de parc public gratuit et non pas de musée. Ceci serait plaisant pour les gens de Rosemont aussi. Ses entrées sur Pie-Neuf sont beaucoup plus proches que le parc Maisonneuve. Merci beaucoup, M. Côté, pour votre question. En effet, on doit créer de nouveaux espaces pour permettre aux gens de marcher en respectant la distanciation sociale. Donc, je suis entièrement d'accord avec vous. On doit agir en ce sens-là. On a des analyses en cours qui vont toucher Hochelaga, Maisonneuve, mais aussi Mercier-Ouest et Mercier-Est. On souhaite aller de l'avant et il faut savoir qu'on y va un peu à tâtons, là. Lorsqu'on dit on construit l'avion en plein vol, mais ça s'avère aussi la même chose pour comment on partage l'espace public dans nos rues et comment on fait ça. Donc, il y a plusieurs éléments qui sont en cours d'analyse, mais on souhaite aller dans ce sens-là. Est-ce que ça va aller nécessairement pour la rue Ontario? Pas nécessairement parce que on sait qu'il y a des travaux qui ne sont pas encore terminés sur la rue Ontario par la commission électrique et ils prennent beaucoup de place, ces travaux-là. Au moins, ils permettent aussi une certaine forme de distanciation physique. Et pour ce qui est de la réponse à votre courriel, là, Mme Guérin est supposée vous avoir répondu dans les dernières heures. Je ne sais pas pourquoi on ne vous a pas répondu plus tôt, mais généralement, on répond aux gens très rapidement. Pour ce qui est du jardin botanique,
c'est une suggestion qui est très intéressante. Je vais m'assurer que ma collègue Laurence Lavigne-Lalonde en soit avisée. Et ça peut être une question qui peut être soulevée au conseil municipal de la Ville de Montréal, puisque la juridiction du Jardin botanique n'est pas de compétence d'arrondissement. Toutefois, l'espace pour la vie, qui inclut le Jardin botanique, fait plusieurs efforts depuis quelques années pour s'ouvrir davantage au public et aux citoyens de Mercier-Schlager-Maisonneuve. Et entre autres, là, on annonçait dernièrement qu'on allait décupler là, le jardinage pour les légumes dans ces espaces-là pour pouvoir fournir davantage de soutien alimentaire aux Montréalais. Et ce type d'initiative-là est analysé par Espace pour la vie, mais je vous réfère au conseil municipal et à ma collègue Laurence Lavigne-Lalonde qui n'est pas présente ce soir avec nous. Donc, la prochaine question est celle de M. Lucien Pigeon. Bonsoir. Pour ne pas parler de la crise de 2008 du capitalisme, de la cupidité devenue la valeur suprême, de l'infection du lobbyisme, du virus de la rente, de la septicémie de la finance, de l'anémie de la mondialisation, du cancer des externalités et de l'émergence de maladies infectieuses comme la COVID-19, la crise économique que nous vivons présentement est la preuve évidente que le capitalisme est allé trop loin et qu'il est devenu impératif d'en sortir. Pourquoi ne pas réorganiser les relations sociales pour servir des objectifs de bien commun afin d'échapper à la matrice individualiste aliénante? Pourquoi ne pas changer d'indicateur économique, substituer le calcul de la croissance d'un pays en fonction du PIB afin de diminuer les impacts néfastes sur l'environnement? Et pourquoi ne pas réduire les inégalités en modifiant le modèle culturel, en limitant notre impact sur l'environnement et en récupérant l'argent des paradis fiscaux pour aider les individus les plus démunis? Merci beaucoup, M. Pigeon, pour votre question. Il y a plusieurs éléments dans votre question qui ne relèvent pas d'un gouvernement de proximité tel que l'arrondissement de Mercier-Schlager-Maisonneuve, mais toutefois, il y a des éléments que vous soulevez qu'on trouve particulièrement intéressants. Au final, la crise du COVID-19 doit nous amener à réfléchir sur comment nous aménageons la ville et comment nous occupons la ville. Et si on peut en profiter pour réduire les inégalités ou favoriser l'implantation, favoriser la propagation de modes de transport actifs et sécuritaires, nous allons le faire. Donc, c'est plusieurs éléments qui doivent être réfléchis, analysés présentement. On le fait. On est en pleine situation de crise, donc on fait souvent avec les moyens du bord, mais on est très sensible là, aux changements qui doivent avoir lieu dans notre société pour qu'on puisse léguer une planète à nos enfants qui pourra être saine et utilisée par de nombreuses autres générations. Maintenant, on ira à la question de M. Julien Lemay. Bonjour, M. Pierre Le Sablet. En tant qu'élu, vous êtes redevable envers vos commettants et vous vous devez d'être transparent. C'est donc dans cette optique que je vous pose la question suivante. Pour quelles raisons votre bar, l'espace public et vous, dont vous étiez le copropriétaire, avez fait l'objet d'une poursuite en 2019 pour 10 000 $? Oui, c'est une question un peu inhabituelle puisque il n'est pas d'intérêt public de parler des affaires privées d'une entreprise dans l'arrondissement, même si j'en suis copropriétaire. Pour le dire bien simplement, en fait, alors que j'étais directeur de la microbrasserie, un citoyen a été barré de l'établissement. Après plusieurs avertissements, il est devenu persona non grata. Et ce citoyen-là poursuit l'entreprise et moi-même parce qu'on ne le laissait plus entrer dans l'établissement. Donc, maintenant que la raison est clarifiée, je dois souligner là tous les éléments d'éthique qui ont été mis de l'avant
par notre administration depuis le début de notre mandat pour s'assurer qu'il n'y ait vraiment aucun conflit d'intérêts et aucune apparence de conflit d'intérêts depuis que je suis maire d'arrondissement, malgré le fait que je suis copropriétaire d'une petite entreprise dans l'arrondissement, une petite microbrasserie. J'ai demandé j'ai eu diverses conversations avec le conseiller à l'éthique de la Ville de Montréal. Il nous a fourni des avis que nous avons appliqués à la lettre afin de respecter le code d'éthique des élus de la Ville de Montréal. Et ce respect-là des avis fournis par le conseiller à l'éthique, c'est pas seulement moi qui les a respectés, mais aussi le bureau des élus, les élus de l'arrondissement et toute l'administration. Donc, simplement parce que donc moi je vous encouragerais à poser des questions directement si vous souhaitez poser des questions qui concernent les affaires d'une entreprise privée, je vous encourage à poser ces questions directement à cette entreprise-là parce que je ne souhaite pas mêler mon rôle d'élu et celui de commerçant que j'ai été par le passé. Donc, depuis mon élection en 2017 et tout en respectant les avis reçus par le conseiller à l'éthique, je ne réponds pas aux questions du public, ni directement ni indirectement. Je ne réponds pas aux questions qui concernent l'entreprise dont je suis copropriétaire et les dossiers qui pourraient être touchés de près ou de loin. Je me retire de tous ces dossiers, des délibérations, de leur vote et je ne souhaite pas en faire autrement. Je ne souhaite pas être en conflit d'intérêts ni en apparence de conflit d'intérêts. Et je souhaite continuer cette bonne habitude. Donc, voilà pour la question de M. Lemay. On peut maintenant aller à la question de Mme Lynne Dessureau. Bonsoir. Nous avons appris qu'un budget de 20 000 a été alloué par M. Baudry à l'arrondissement de Saint-Léonard pour la réalisation d'une étude liée aux inondations d'octobre 2019. Est-ce que l'arrondissement de Mercier Hochelaga-Maisonneuve prévoit un budget similaire pour effectuer le même genre d'études dans le secteur de Louis-Riel, touché lui aussi par ces inondations? Merci beaucoup, Mme Dessureau. Je n'ai pas les détails d'une somme concernant. Je n'ai pas les détails concernant une étude particulière à l'arrondissement Saint-Léonard. Ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes déjà en train d'analyser différents scénarios pour réduire les risques d'inondation dans le secteur de Louis-Riel. On regarde différents scénarios et on souhaite en informer la population. On souhaite donc en parler avec la population le plus tôt possible. On avait prévu une soirée d'information publique au mois de mars. Toutefois, la crise du COVID-19 nous a mené à canceller, à annuler toutes les rencontres citoyennes. Et nous espérons tenir cette rencontre, une nouvelle rencontre citoyenne en ligne avec des nouveaux outils, espérons-le, dès le mois de juin. Donc, on y travaille. On travaille à la fois à développer différentes analyses pour réduire les risques d'inondation et développer des outils d'information publique sans avoir nécessairement qu'on se rassemble tous et qu'on propage la maladie davantage. Donc, dès qu'on va pouvoir vous en parler davantage, on va le faire parce qu'on veut tous vous soutenir dans cette situation qui n'est pas du tout évidente. Donc, on va se reparler très bientôt, Mme Dessureau. Et maintenant, on peut passer à la question de M. Grégory Simoneau. Bonsoir. Pourrait-on construire un terrain de basket-ball dans le parc Louis-Riel, comme celui du parc Jean-Marie Lalonde? Il n'y a aucun terrain dans ce secteur. Et, deuxième question, si possible, pourrait-on ouvrir les terrains de tennis compte tenu du COVID-19? Merci. Merci beaucoup, M. Simoneau, pour votre question. Premièrement, pour ce qui est du terrain de basket-ball dans le parc Louis-Riel, on sait que le parc Louis-Riel est déjà fortement occupé par différentes infrastructures sportives ou de loisirs. On a déjà 12 terrains de tennis, 3 terrains de soccer,
2 terrains de baseball, 2 aires de jeu pour enfants, une piste de course multifonctionnelle. Bref, le parc est presque occupé à 100% de sa capacité. Mais toutefois, j'entends dans votre question qu'il y a un besoin pour un terrain de basketball dans le secteur. Donc, je vais m'assurer que cette question-là, cet élément-là soit soulevé dans dans l'élaboration de notre plan directeur des parcs. Donc, je demande à notre direction des travaux publics de prendre note de votre question pour qu'on réfléchisse à l'importance d'un terrain de basketball dans le secteur. Pour ce qui est de l'ouverture des terrains de tennis, comme toutes les autres infrastructures, que ce soit sportives, loisirs ou communautaires, comme j'en parlais tantôt avec la question de Mme Parenteau sur les jardins communautaires, on doit s'assurer que chaque installation est sécuritaire et ne participera pas à la propagation du virus COVID-19. Et c'est souvent dans les détails que les choses deviennent très complexes, là. Par exemple, lorsqu'on ouvre le portail pour aller à l'intérieur du terrain de tennis, par exemple, s'il y a un cadenas et que tout le monde pognasse le même cadenas, eh bien, ce cadenas-là peut devenir une source de contamination de COVID-19. C'est pour ça que c'est extrêmement complexe de réouvrir nos installations, mais on y travaille parce qu'on sait que les Montréalais vont beaucoup rester à Montréal cette année, cet été, et qu'on aura besoin de se divertir, de faire du sport, de prendre l'air. Donc, dès qu'on va pouvoir réouvrir ces installations sportives-là, avec l'autorisation de la santé publique, on va le faire, mais chaque terrain nécessite une analyse et nécessite un protocole de sécurité. Bref, ce n'est pas toujours évident, mais on souhaite le faire le plus rapidement possible. Donc, on entend bien votre besoin, M. Simoneau. On pourrait donc maintenant passer à la question de M. Gaétan Mailloux. Bonsoir, M. Le Sablet. Je sais que vous êtes au fait du dossier des inondations que nous vous avons présenté lors de plusieurs conseils. Ma question, quelles sont les actions que l'arrondissement prévoit poser à très court terme pour éviter que cela se reproduise lors des pluies à venir cet été? Aussi, quand la réunion prévue le 24 mars dernier, annulée pour cause de la pandémie, sera-t-elle reportée? Merci beaucoup, M. Mailloux. Écoutez, pour ce qui est de la réunion qui était prévue le 24 mars dernier, comme je disais tantôt un petit peu à Mme Dessureau, je crois, on souhaite tenir une réunion d'information publique, idéalement au mois de juin. C'est complexe parce qu'on doit développer de nouveaux outils informatiques pour faire une telle activité parce que la rencontre d'information publique ne sera pas en personne, mais sera nécessairement virtuelle. Donc, on y travaille et on essaye de faire atterrir cette réunion-là pour cette rencontre-là pour le mois de juin. Pour ce qui est des actions de l'arrondissement à très court terme, écoutez, on a bien sûr fait toutes les inspections des puisards du secteur de Louriel au nord de Sherbrooke à l'automne, à la mi-octobre, et on s'assure aussi là que on a fait dès cette semaine, il y a un nettoyage des puisards sur Cadillac pour faire une double vérification après les travaux d'asphaltage qu'il y a eu sur la rue Cadillac. Donc, on s'assure vraiment que le réseau de puisards soit dans son meilleur état. Et ce qu'il faut rappeler, par exemple, c'est que les enjeux d'inondation, souvent on pointe du doigt les puisards, mais c'est multifactoriel. Il y a plusieurs éléments qui peuvent mener à des inondations. Ça peut être à la fois, oui, il peut y avoir un puisard de bloqué, c'est une possibilité, et dans ce temps-là, il faut contacter rapidement le 311 et on va se déplacer. Mais ça peut être combiné aux effets du réchauffement climatique qui font que les pluies fortes sont de plus en plus fréquentes et sur un plus petit court laps de temps, donc la pluie est plus intense. Il y a la minéralisation du secteur, le fait que dans ces dernières années, il y a eu de moins en moins d'espaces verts pour
absorber les eaux de pluie, ce qui met davantage de pression sur le réseau d'égouts. Et certaines personnes nous demandent d'agrandir tout simplement les égouts. Eh bien, si on agrandit les égouts sur 3 ou 4 tronçons de rue, ça n'aura pas d'effet puisque 3-4 rues plus bas, le système d'égout n'aura pas une capacité augmentée, donc ça va toujours amener autant de débordements. Et si on nous demandait de changer complètement la capacité des égouts de la ville de Louis-Riel jusqu'à nos usines de traitement, et ça coûterait des centaines de millions de dollars, et la ville n'est pas capable d'absorber une telle charge financière, particulièrement dans la situation actuelle de crise des finances publiques. Donc, j'espère idéalement qu'en juin, on va être capable de mettre sur pied une séance d'information publique pour qu'on puisse échanger davantage là-dessus. Merci beaucoup, M. Mailloux, pour votre question. On peut maintenant passer à la question de M. Frédéric Bastarache-Ouellette. Monsieur le maire, je m'excuse Oui. de vous interrompre. J'avais mentionné mon nom dans le clavardage. Je sais que c'est pas facile de suivre toutes les informations. Excusez-moi, la parole est à vous, Mme Boisvin-Roy. Il n'y a pas de problème. C'est un bref commentaire. C'est par rapport à M. Mailloux, là, simplement un remerciement public. On sait, là, évidemment, tous nos partenaires contribuent pour aider les citoyens dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, mais également les citoyens entre eux s'entraident. Et un beau geste posé par M. Mailloux par l'entremise de sa compagnie là, qui avait des biscuits supplémentaires là, qui ne pouvaient pas être livrés dans les épiceries, et M. Mailloux est allé les porter aux Gémeaux. Donc, on a eu des enfants du quartier là, qui ont été heureux de manger des biscuits pépites de chocolat et autres mélanges qui font un baume au cœur pendant cette période de pandémie. Alors, merci à M. Mailloux et merci à tous les citoyens qui font des contributions personnelles de cette manière-là. Merci beaucoup, Mme Boisvin-Roy. On peut donc poursuivre les questions du public avec M. Frédéric Bastarache-Ouellette. Bonjour, Monsieur le maire. D'entrée de jeu, je tiens à féliciter les membres du Conseil pour l'ensemble du travail effectué dans le cadre de la COVID-19. Mes hommages. Ma question porte sur le patrimoine industriel. Premièrement, existe-t-il une politique sur le dégagement des façades historiques à l'arrondissement? J'ai quelques immeubles à vous faire parvenir en ce sens. Deuxièmement, pourrions-nous avoir des documents sur la conversion de la tonnellerie, des images visuelles? Troisièmement, qu'adviendra-t-il du site de l'ancien incinérateur Dixon? Merci beaucoup, M. Bastarache-Ouellette, pour votre question. Sur votre question concernant la politique sur le dégagement des façades historiques, je ne crois pas qu'on ait quelque chose d'aussi pointu que ça à l'arrondissement, mais à la fin de mon intervention, je vais inviter mon directeur de l'aménagement à l'urbanisme et services aux entreprises, M. Savignac, à peut-être compléter ma réponse. On a certains secteurs d'intérêts patrimoniaux à travers l'arrondissement où est-ce qu'on a des normes plus élevées et comme on a pu avec la triste disparition de la maison La Pointe là dans Mercier-Est, on a malheureusement suite à lorsqu'on a vu l'étendue des problèmes cet hiver, on s'est entendu avec l'atelier d'histoire de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve pour développer vraiment un meilleur portrait du patrimoine dans Mercier-Est. Donc ça va nous permettre de créer des fiches et pour pouvoir développer notre expertise et suite à ça, des politiques de protection là, du patrimoine dans Mercier-Est. Pour ce qui est des documents sur des images sur la conversion de la tonnellerie, je ne crois pas que ces informations-là soient publiques. Il faudrait demander directement au promoteur du projet, soit l'organisme Le Boulot Vert, pour avoir de telles images. Je ne crois pas que elles sont disponibles publiquement. Et finalement, qu'adviendra-t-il du site de l'ancien incinérateur Dixon? La Ville de Montréal projette y installer un écocentre. Ça va être très pratique pour les gens de l'Est. Présentement, souvent, l'écocentre le plus proche, c'est celui sur Descarrières dans Rosemont, la Petite Patrie. C'est pas très proche,
Donc, avoir un éco-centre au cœur de l'arrondissement va vraiment être une amélioration de service aux citoyens. Est-ce que M. Savignac, directeur, souhaite bonifier ma réponse? Ben, en fait, merci, Monsieur le maire. C'est Pierre-Paul Savignac. En fait, dans la question, on précise qu'il y aurait des bâtiments qui pourraient nous être, des adresses de bâtiments qui pourraient nous être transmis. Ben, je serais curieux de voir cette liste de bâtiments parce que notre réglementation d'urbanisme reconnaît le patrimoine. Il est donc protégé ainsi, mais on est à l'affût de tout ajout à ce qui est déjà reconnu. Donc, je comprends que l'intervention est dans le sens de veiller sur notre patrimoine, ce que l'arrondissement fait, mais on peut toujours s'améliorer. Donc, voilà, votre réponse était complète, mais c'est tout simplement ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup de ce complément d'information-là, M. Savignac. Donc, M. Bastarache-Ouellette, si vous le souhaitez, s'il vous plaît, partagez-moi par courriel les bâtiments dont vous avez les photos, dont vous souhaitez proposer une certaine... faire des propositions là, pour des dégagements de façade historique. Vous pouvez m'écrire sur mon courriel d'arrondissement à pierre.lessarblay@montréal.ca. Vous pouvez aussi le trouver sur le site web de l'arrondissement. Envoyez-nous vos photos, vos propositions d'immeubles et nous les ferons parvenir à M. Savignac et à la direction de l'aménagement urbain. On peut donc passer à la question de Mme Boileau. Ginette Bonsoir. Boileau. Bonsoir. Ma question concerne les jardins communautaires du parc Dupéré sur la rue Saint-Donat. Il a été question en 2019 de retarder l'ouverture 2020 des jardins communautaires afin de faire des travaux d'aménagement du parc adjacent. Je constate à ce jour qu'aucun appel d'offres n'a été fait ni aucun contrat accordé. Dois-je comprendre qu'il n'y aura pas de travaux cette année et que les jardins ouvriront à temps pour la saison de jardinage? Donc, Oui. je passe la parole à la conseillère de Tétroville, Mme Suzy Miron. Oui, merci, Monsieur le maire. Alors, merci, Mme Boileau, pour votre question. Écoutez, d'abord, je peux vous rassurer qu'il y a bel et bien eu un appel d'offres qui a été lancé l'automne dernier. Et malheureusement, elle est sortie beaucoup trop élevée par rapport aux estimations que nous avions faites, que nos services avaient fait. Donc, nous avons été obligés de la rejeter. Et donc, nous sommes confiants que probablement, au cours des prochaines semaines, prochains mois, nous pourrons relancer un appel d'offres qui permettra très certainement à des entrepreneurs de soumissionner et on a bien confiance d'être capable de combler ce contrat. Les jardins seront ouverts progressivement. Vous le demandez dans votre question, là, donc à partir de cette semaine, ça va se faire graduellement, donc vous serez certainement contacté sous peu par le comité de votre jardin là-bas. Et on ne sait pas, en fait, on doit respecter les recommandations de la direction de la santé publique et on ne sait pas si tous les jardiniers seront assignés. Et donc, oui, en principe, il y aura du jardinage. Ce sera possible de jardiner, mais jusqu'à quel point ou jusqu'à quand durant l'été, on ne sait pas trop. On doit se fier à ce que la santé publique va nous recommander. Les mesures seront évidemment mises en place là, pour assurer la sécurité de tous les usagers. Alors, moi, je suis confiante que d'ici la fin de l'été, là, on va pouvoir relancer le beau projet d'aménagement du parc du Perré. Merci pour votre question. Merci beaucoup, Mme Miron. On peut donc passer à la question de Mme Nadine Meunier. Bonsoir. La Ville-Centre a annoncé dernièrement le déploiement de plusieurs corridors sanitaires sur les artères commerciales et plus récemment la désignation de certaines rues comme étant familiales et actives. Ces initiatives semblent concentrées dans les quartiers centraux. Considérant que l'arrondissement MHM est déjà mal desservi en pistes cyclables, surtout à l'est de Viau, dans Mercier, et que les déplacements à pied et à vélo s'intensifieront dans les prochains mois, quels sont les projets que l'arrondissement prévoit pour améliorer la mobilité active et garantir la sécurité des piétons et des cyclistes dans les prochaines semaines? Merci beaucoup, Mme Meunier, pour votre question.
Donc, je dois souligner quand même, là, on a beaucoup poussé pour ma collègue Suzy Miron et moi-même pour que Tétroville reçoive le premier tronçon du réseau Express Vélo à Montréal. C'est à Tétroville, cette première-là, et c'est un élément structurant du développement des pistes cyclables à l'est de Vio. Donc, je comprends qu'on a encore du travail à faire, mais il demeure que ça, c'était un très bon coup de notre administration et on souhaite continuer le développement du réseau cyclable dans Mercier-Est. Comme on va le voir un petit peu plus tard, on intègre davantage de stationnement à vélo, de support à vélo, on fait davantage de sens uniques et de bandes cyclables, souvent à l'est de Vio, donc on y travaille. Pour ce qui est des nouvelles mesures de corridors et de rues comme actives et familiales, eh bien, on est différents arrondissements qui réfléchissons à différentes solutions. On a implanté là, les corridors sanitaires devant les commerces qui étaient particulièrement achalandés à travers l'arrondissement. S'il y a des commerces problématiques, on est très ouvert à entendre à vos préoccupations où est-ce que la distanciation physique n'est pas respectée. Et comme je disais un peu plus tôt aujourd'hui, on analyse différentes solutions sur comment donner davantage d'espace aux marcheurs, aux cyclistes, parce que cet été, ça va être très difficile d'avoir un été normal comme nous les avions ces dernières années. On va être appelé sûrement à rester davantage à Montréal. Ça va être beaucoup plus difficile de faire du tourisme. Donc, on veut adapter la ville à avoir un été très local où est-ce qu'on va profiter de nos parcs, où est-ce qu'on va profiter de nos espaces publics. Et pour le moment, on ne peut rien vous annoncer, mais on espère que dans les prochaines semaines, pouvoir mettre en place de nouveaux incitatifs à marcher dehors, à faire du vélo dehors et toujours en respectant les consignes de distanciation physique. Cela compléterait ma réponse pour Mme Meunier. On irait donc à la question de M. Hugues Poitras. Bonsoir. Les rapports d'entretien et d'inspection sont-ils accessibles pour consultation? Si oui, comment puis-je en obtenir une copie? Sinon, comment puis-je en être informé? Merci beaucoup, M. Poitras. Si je comprends bien votre question, on ne réfère pas au rapport d'inspection des résidences qui ont fait une demande de réclamation à la Ville, mais vous référez au rapport d'entretien et d'inspection pour nos égouts, nos puisards. Donc, si j'ai bien compris votre question, malheureusement, je ne crois pas qu'il y ait que ces rapports-là soient accessibles publiquement. Peut-être que je demanderai à M. Pierre Morissette, directeur des travaux publics, pour élaborer davantage sur votre question. M. Morissette, vous êtes bien connecté? Oui, je suis connecté. Bonsoir, Pierre Morissette, directeur des travaux publics. Effectivement, ces rapports d'inspection sont produits par la Ville-Centre et sont destinés aux propriétaires uniquement de l'immeuble en question. C'est destiné à lui pour l'aider à se conformer à la réglementation sur les égouts. Et advenant, M. Morissette, advenant que M. Poitras, lorsqu'il réfère au rapport d'entretien et d'inspection, réfère à l'entretien et l'inspection des puisards et des égouts là, sur le domaine public, est-ce que ces documents-là est-ce qu'ils existent ou est-ce qu'ils sont accessibles pour consultation? Ils sont accessibles par la loi d'accès à l'information, effectivement. Oui, on a des documents de suivi de nos entrepreneurs sur la vidange, le nettoyage des puisards ou l'inspection de nos égouts. D'accord. Donc, nous, de notre côté, on va vérifier au bureau des élus, en collaboration avec la direction des travaux publics, on va vérifier quel genre d'information, est-ce que c'est possible de diffuser publiquement ce type d'information-là pour vous éviter aux gens d'aller nécessairement par la loi
d'accessibilité à l'information. J'ai oublié le nom exact de la loi, excusez-moi. Donc, on va faire la vérification de qu'est-ce qu'on peut diffuser aux citoyens, puis on va vous revenir là, dans la prochaine semaine, M. Poitras, par courriel. Donc, merci beaucoup pour votre question. Merci, M. Morissette, pour le complément d'information. Et maintenant, une dernière question citoyenne de Mme Quétano. La parole est à vous, par le biais de notre directeur d'arrondissement. C'est M. Guétano, M. le maire. C'est M. Quétano. Désolé, M. Quétano. Bonsoir. Tenant pour compte que la saison estivale arrive à grands pas, quelles sont les actions concrètes que l'arrondissement entrevoit faire à court terme pour prévenir les inondations dans notre secteur? Avez-vous un plan à partager avec un échéancier à partager avec les citoyens? C'est M. Quétano, merci pour votre question. Généralement, on ne prend que 3 questions sur le même sujet, mais là, puisqu'on avait seulement 12 questions citoyennes, là, on s'est dit qu'on allait quand même vous répondre. J'ai l'impression qu'on a déjà soulevé tous les éléments de réponse dans les questions précédentes à la vôtre. Donc, on souhaite organiser une séance d'information publique, idéalement en juin, si on est capable de le faire. Oui, il y a différents éléments qui sont à l'étude présentement. On parle de déminéralisation, on réfléchit à où est-ce qu'on peut enlever de l'asphalte, créer des espaces verts pour absorber davantage les eaux de pluie. Et donc, oui, on a tous ces éléments-là sur lesquels on travaille et on va pouvoir les partager avec vous lors de la séance d'information publique virtuelle qu'on souhaite tenir le plus rapidement possible. Est-ce que on a davantage d'informations à donner? Est-ce que j'oublie des éléments ou je ne crois pas? Je pense que tous les éléments ont déjà été soulevés pendant la période de questions. Donc, M. Quétano, merci beaucoup. On va poursuivre la conversation avec vous pendant les prochaines semaines. Donc, cela termine notre période de questions et je cède donc la parole à Mme Tocheva, secrétaire d'arrondissement, pour la suite de la séance. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Donc, on poursuit avec le point 06, approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 6 avril 2020 à 19h, proposé par Monsieur Le Sarblé, appuyé par Madame Miron, adopté. Point 20.01. Accorder une contribution financière non récurrente de 10 000 $ à l'Association des commerçants de Tétroville afin de couvrir le renouvellement des cotisations 2020-2021 de ses membres dans un contexte de crise économique et approuver la convention à cet effet. Affecter cette somme au surplus de l'arrondissement. Proposé par M. Le Sarblé, appuyé par Mme Miron, adopté. 20.02. Accorder des contributions financières non récurrentes de 72 500 $ à la Société de développement commercial Hochelaga Maisonneuve et de 34 500 $ à l'Association des commerçants de Tétroville afin de permettre la mise en place des mesures favorisant l'achat local et durable et de participer à la relance économique de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga Maisonneuve dans le contexte post-pandémie. Affecter une somme de 107 000 $ provenant de surplus de l'arrondissement et approuver les conventions à cette fin. Proposé par M. Le Sarblé, appuyé par M. Caldwell, adopté. 20.03. Approuver la convention de service entre la Ville de Montréal et l'organisme Il y a quelqu'un à l'autre bord du mur pour le projet de verdissement des carrés d'arbres sur certaines artères commerciales dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga Maisonneuve pour l'année 2020 et autoriser une dépense totale de 103 985 taxes incluses. Proposé par M. Le Sarblé, appuyé par Mme Miron, adopté. 20.04. Approuver et ratifier la convention de service entre la Ville de Montréal et l'organisme la Société d'animation de la promenade Belle-Rive du 1er janvier au 31 décembre 2020 pour une somme de 93 000 $, taxes incluses,
pour les services de la gestion de l'accueil, de la surveillance et de l'entretien sanitaire du chalet du parc de la promenade Belle-Rive. Proposé par M. Lessard-Blais, appuyé par Mme Miron, adopté. 2005, attribué à Sanexin Services environnementaux un contrat au montant de 12 368 113,70 $, taxes incluses, pour les travaux de remplacement des entrées de service d'eau en plomb, là où requis, sur les diverses rues de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, conformément au document de l'appel d'offres public 2020-008P. Autoriser une dépense totale de 14 074 925 $7 taxes incluses, contingences et frais accessoires inclus. Proposé par M. Lessard-Blais, appuyé par Mme Boivin-Roy, adopté. 2006, attribué à MGB Associés un contrat de 99 096 taxes incluses pour les travaux de renforcement et de correction structurale de la dalle de recouvrement de la palestre du centre Pierre Charbonneau, conformément au document de l'appel d'offres public 2020-006P, et autoriser une dépense totale de 128 811,80 taxes incluses. Proposé par M. Lessard-Blais, appuyé par M. Caldoel, adopté. 3001. Accepter une contribution de 58 470 $ au fonds COVID-19 et affecter une somme additionnelle de 83 470 $ provenant du surplus de l'arrondissement. Proposé par M. Lessard-Blais, appuyé par Mme Miron, adopté. 3002. Affecter une somme totale de 169 532 $ du fonds réservé pour fin de parc de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve afin de financer l'achat et le remplacement de mobilier d'éclairage pour les parcs locaux de l'arrondissement. Proposé par M. Lessard-Blais, appuyé par Mme Boivin-Roy, adopté. 3003. Affecter la somme de 175 577 $ du fonds de stationnement de l'arrondissement pour l'acquisition et la livraison de 100 supports à vélo de type hybride, pour l'acquisition et la livraison de 200 bollards des flex noirs et le financement de 2 équipes pour l'installation de 1100 supports à vélo. Proposé par M. Lessard-Blais, appuyé par M. Caldoel, adopté. 3004. Affecter la somme de 2 439 300 $ provenant du surplus de gestion 2019 de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, conformément à la politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement de surplus approuvée par le conseil municipal. Proposé par M. Lessard-Blais, appuyé par Mme Boivin-Roy, adopté. 3005. Autoriser la fermeture des règlements d'emprunt RCA 07 27 013, RCA 10 27 012, RCA 13 27 008, RCA 15 27 001 et RCA 15 27 005. Proposé par M. Lessard-Blais, appuyé par Mme Miron, adopté. 4001. Avis de motion est donné par M. Eric Alain Caudoel, qui sera présenté à une séance subséquente du conseil d'arrondissement le projet de règlement modifiant le règlement sur les tarifs exercice financier 2020 afin de permettre une occupation partielle de la période saisonnière dans le cas d'occupation périodique. Adoption du premier projet de règlement proposé par M. Caudoel, appuyé par Mme Miron, adopté. 4002.
Avis de motion est donné par M. Pierre Lessard-Blais, qui sera présenté à une séance subséquente du Conseil d'arrondissement, le premier projet de règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve concernant diverses dispositions réglementaires. Adoption du premier projet de règlement proposé par M. Lessard-Blais, appuyé par Mme Boivin-Roy, adopté. 40.03. Adopter le premier projet de règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve visant à interdire la division et la subdivision de logements ainsi que d'interdire le remplacement des maisons de chambre par un autre usage de la famille habitation pour l'ensemble du territoire. Proposé par M. Lessard-Blais, appuyé par Mme Boivin-Roy, adopté. 40.04. Demander au conseil municipal d'adopter, en vertu du paragraphe 4 de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal Métropole du Québec, un règlement autorisant la démolition partielle et l'occupation d'une résidence pour personnes ayant besoin d'aide et d'assistance sur le lot 3 362 559, localisé entre les rues Chambly et Juliette. Proposé par M. Lessard-Blais, appuyé par M. Caldwell, adopté. 40.05. Édicter les ordonnances établissant la mise à sens unique des avenues Bilodeau, de la Bruyère, du Buisson, Fletcher, Gontier, Le Tourneau et Mise, du boulevard La Pointe, ainsi que des rues Aldis Bernard, de Contrecoeur, des Marteaux, du Chenon, Gustave Blot, Le Pailleur, Paul Pau, Taillon, De Tech et Tellier sur certains tronçons. Afin d'éviter toute apparence de conflit d'intérêts, je déclare, en conformité avec le Code d'éthique et de conduite des élus de la Ville de Montréal, mon intérêt personnel indirect dans ce dossier. Je vais donc me retirer des délibérations. Proposé par Mme Miron, appuyé par M. Caldwell, le dossier est adopté. 40.06. Adopter le premier projet de résolution du projet particulier PP 27-0289 afin de permettre le maintien de l'occupation à des fins d'activité communautaire du bâtiment situé au 2564-2566 avenue Desjardins, localisé entre l'avenue Pierre de Coubertin et la rue Hochelaga. Proposé par M. Lessard-Blais, appuyé par proposé par M. Lessard-Blais, appuyé par M. Caldwell, adopté. 40.07. Accorder une dérogation à l'interdiction de convertir en copropriété divise pour l'immeuble situé au 96-20 rue de Marseille. Proposé par M. Lessard-Blais, appuyé par Mme Miron, adopté. 40.08. Approuver les travaux de transformation pour l'immeuble situé au 7501 rue Tellier. Proposé par M. Lessard-Blais, appuyé par Mme Miron, adopté. 40.09. Approuver les travaux de transformation pour l'immeuble situé au 1977 rue de Futaille. Proposé par M. Lessard-Blais, appuyé par M. Caldwell, adopté. 50.01. Nommer les membres du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve pour une période de 2 ans. Proposé par M. Lessard-Blais, appuyé par Mme Boivin-Roy, adopté. 60.01. Prendre acte du dépôt du rapport sur l'exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires et employés pour la période de 1er au 31 mars 2020. 70.01, période de questions des membres du Conseil. Oui, Monsieur le maire. Oui. En fait, c'est plus un commentaire sur le dossier 5101. Si quelqu'un d'autre au niveau des élus pouvait vous appuyer pour ce qui est de la nomination des membres du CCU à titre de président, je préférerais ne pas appuyer le dossier. Je peux le faire, Oui. Monsieur le maire. Donc, oui, d'accord. Donc, Merci. je proposerais appuyé par M. Caldwell.
Merci, c'est noté. C'est bon, Madame Roy? Madame Bovin-Roy, c'est bon pour vous? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Donc, 70-02, c'est La levé levée de de la la séance. séance. Désolée. Merci beaucoup, Madame Tosheva. Merci à tous les employés de l'arrondissement qui permettent le maintien de notre démocratie locale avec ces conseils d'arrondissement à distance. Merci à tous les citoyens d'avoir participé. Merci, chers élus. Et je vous souhaite une excellente soirée. Respectez les consignes, ça va bien aller. Au revoir tout le monde.